Bonjour et bienvenue dans Oh ma planète, le magazine qui vous parle de questions sociales, de protection de l'environnement, d'identité culturelle, le magazine qui vous parle de développement durable, le magazine de la planète dans tous ses états. Aujourd'hui, nous partons à Mayotte où nous allons parler de la question délicate de l'érosion des sols. Pour en parler avec nous, Emmanuel Réau. Emmanuel Réau, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous êtes parti à Mayotte faire un sujet sur cette question de l'érosion des sols. Première question, comment ça se manifeste concrètement cette érosion des sols? Est-ce que c'est visible à l'œil nu? C'est très visible, c'est très visible. Il y a deux choses que l'on voit tout de suite quand on arrive à Mayotte. D'abord, ça va être la couleur du lagon, qui était un lagon aux eaux turquoises et qui devient rouge tout doucement, qui s'envase. Et ensuite, c'est au centre de l'île et sur les pourtours de l'île, des zones déforestées dont les sols deviennent complètement stériles et qui se transforment d'une couleur rouge de latérite, où il n'y a plus aucune végétation qui pousse, et qu'on appelle des padzas sur place. Padzas, c'est un mot de... Padzas, c'est un mot maoré et qui est devenu ensuite un mot que les géographes, les géomorphologues se sont appropriés pour nommer ces sols stériles. Alors comment on explique cette érosion des sols? D'abord, je crois ça a toujours un peu existé, l'érosion des sols. L'érosion, c'est un phénomène qui est naturel, qui est présent partout autour de la planète. Et à Mayotte, en fait, l'érosion s'est accélérée à cause d'un phénomène qui est assez nouveau, l'explosion démographique de ces 20 dernières années, qui fait que toutes les pratiques qui étaient sur l'île, les pratiques à la fois agricoles et puis ensuite le développement de l'urbanisation, ont accéléré ce processus. Donc ça veut dire qu'il y a eu un accroissement très important de la population et qu'il s'agit aujourd'hui de trouver un nouvel équilibre. C'est ça le cœur de l'enjeu sur l'érosion des sols? C'est exactement ça. C'est une crise d'équilibre entre des pratiques traditionnelles qui étaient en adéquation avec la fragilité de l'île et puis aujourd'hui une population qui est beaucoup trop importante par rapport aux surfaces qu'on peut cultiver, par rapport aux surfaces sur lesquelles on peut développer de l'urbanisation. Emmanuel Réau, je vous remercie. Nous partons tout de suite à Mayotte, l'érosion des sols en images. Ça, ils ont défriché tout simplement pour planter des tomates. Ils ont tout coupé. Ils brûlaient à la suite. Puis et là, on a quand même une parcelle qui fait, je pense que ça doit faire aux alentours de presque 1 hectare. Quand on voit même l'ambiance forestière qu'il y avait déjà avant, ou bien qu'il devait y avoir avant, ça fait quand même un peu mal de voir ce genre de choses. Mayotte, une petite île posée à l'entrée du détroit du Mozambique, non loin de Madagascar. Une île réputée il y a longtemps pour ses épices et ses parfums, aujourd'hui surtout connue pour la beauté de son lagon. Et depuis une dizaine d'années, cette richesse est menacée. Les eaux turquoises s'envasent lentement à cause d'un phénomène naturel que l'homme a largement amplifié, l'érosion. La forêt qui recouvrait l'île disparaît peu à peu à cause de l'urbanisation et des défrichements parfois sauvages. Résultat, les sols se retrouvent à nu et sous la violence des pluies tropicales, ils s'écoulent vers le lagon. Derrière, il ne reste que ces paysages lunaires, des sols complètement stériles qu'on appelle ici des padzas. Une fois, j'ai posé la question à une femme, il m'a dit « Mais mon ami, si vous ne voulez pas de l'érosion, demandez au Dieu qu'il ne pleuve pas. » Donc l'érosion lui-même, c'est un phénomène naturel. C'est à ce sens-là qu'il n'y en a pas une traduction linguistique en maoré. Il n'y a pas une traduction de l'érosion à Mayotte, en maoré. Donc c'est un phénomène où seuls les gens qui ont subi l'affaire le perçoivent parce qu'il y a une traduction concrète dans le rendement de leur production, mais de façon générale, les gens disent que l'érosion c'est un phénomène naturel et qu'elle est liée à la pluie. Oulam Chamsidine a participé à une étude sur l'érosion à Mayotte pour le compte du CIRAD, le Centre de recherche agronomique pour le développement. But initial, comprendre pourquoi le lagon s'envasait si rapidement. L'idée, c'est que les agriculteurs défrichent la terre en pleine saison des pluies et que le sol n'est pas suffisamment couvert avant que les grosses pluies arrivent. Et vu la technique de culture, on est de l'ordre de 150 tonnes de terre qui se déplacent par hectare. Dans ses premières conclusions, l'étude pointe donc du doigt l'agriculture sur brûlis traditionnelle de Mayotte. Sur le terrain, Soulaïmana Issoufou et Dany Lebourne de la Direction des Affaires forestières constatent chaque jour les dégâts de cette pratique. Voilà, on voit bien que c'est
Voilà, c'est un bois noir qui a été coupé et il a été brûlé. On voit bien les traces de feu un peu partout sur la souche, sur le brûlis. Donc là, il y a des chances, bon là on voit plus tellement parce que la parcelle a été nettoyée, mais qu'il y a eu du feu un peu partout sur la parcelle. On voit des traces, là-bas il y a des autres souches qui sont brûlées. Le travail de ces deux hommes est de repérer les zones déboisées illégalement afin de dresser des procès-verbaux. Ici, le code forestier interdit en effet tout défrichement sans autorisation et il n'est pas toujours facile d'identifier les responsables. Ça, c'est un particulier, en fait. Donc, cette parcelle, le propriétaire est identifié au niveau du cadastre. Et après, il faut voir avec la personne si c'est vraiment elle qui est à l'origine de l'infraction, c'est-à-dire qu'elle a demandé à sa famille de faire le travail. Après, ça peut être aussi le cas où elle a autorisé une tierce personne à intervenir sur sa parcelle sans trop suivre ce qui se passe. Et il peut aussi y avoir le cas où c'est une personne qui s'est installée sans rien demander à personne. Là, on peut voir les... Ouais. Donc, ils préparent les plants de tomates sur place. Objectif de ces opérations de police et de surveillance, mettre un frein à la déforestation et donc à l'érosion qui touche l'île de Mayotte. Car insidieusement, hectare après hectare, ce sont des milliers de tonnes de sol fertile qui disparaissent chaque année pendant la saison des pluies. Le problème d'érosion est lié très souvent à la concentration de l'eau. Dès que la pluie tombe, il y a l'eau qui se concentre, qui tombe sur le sol, et à partir de la capacité d'absorption du sol, quand le sol arrive à un seuil de saturation, l'eau déborde, et quand elle déborde, elle emporte la terre qui est sur son trajet. Et ici, en particulier, cette érosion est caractérisée par une pente très forte. Pendant des siècles, les Mahorais ont pratiqué l'agriculture sur brûlis sans que cela ne dérange le fragile équilibre de leur île. Ces brûlis étaient associés à de longues périodes de jachère qui permettaient au sol de se reposer. Mais aujourd'hui, cet équilibre est rompu. Le mitage dévisage la forêt. Il y a aussi un autre phénomène aujourd'hui, c'est que tout votre bassin versant est cultivé. La demande est tellement forte que vous avez plus ces mètres carrés qui ne sont pas cultivés. Vous regardez un bassin versant, tout est cultivé. C'est lié au problème démographique, complètement. En 20 ans, la population a triplé, passant de 67 000 habitants dans les années 80 à plus de 180 000 aujourd'hui. Avec 500 habitants au kilomètre carré, l'île a le taux de densité le plus important de tout le territoire français. Résultat, on manque d'espace. Toutes les bonnes terres qui sont plates sont occupées par l'urbanisation. L'agriculteur ne peut que monter de plus en plus et on dirait qu'il y a une course entre l'agriculture et l'urbanisation. C'est friable, hein. Ça, c'est juste sur la Roche-Mère. Hein. À Sada, à l'ouest de l'île, cette course vers les hauteurs a accéléré le processus d'érosion. Sur des pentes à plus de 50%, toute la végétation a laissé la place à un véritable château de cartes. La maison, n'a pas été faite sur la Roche-Mère primaire, mais c'est juste la terre qui se trouve au-dessus, que eux ils ont creusé, donc ils le font repasser ce côté-là. Et après, ils ont construit par-dessus. Là, on est sur les fondations. Là. Voilà, c'est la maison. Saïd Hachim est géographe. Il a participé à l'élaboration de l'Atlas des zones à risque sur Mayotte. Christian Bounou habite sur les hauteurs de Sada. Et lors de la dernière grande pluie, il a eu la peur de sa vie. Ah oui, moi je vous dis franchement, j'ai peur. Dès qu'il pleut, moi je sors. Hein. Je sors, que ce soit la nuit ou le matin, je sors pour regarder le débit qu'il y a, pour pouvoir faire... entre guillemets, voir ce que je peux faire, parce que si on se dit on est tranquille et que la maison s'écroule, toute une famille, hein, on est une dizaine de personnes là. Donc, moi personnellement, j'ai très très peur. Tout le temps, il y a des maisons qui s'écroulent, des murs de soutènement qui s'écroulent. Ou des maisons qui risquent de s'écrouler. Ou des maisons qui... Il y a 4 ans, c'était 4 personnes qui avaient perdu la vie, non loin d'ici, où justement un mur de soutènement, dans les mêmes conditions qu'ici, est parti et a écrasé 3 maisons un peu plus bas. Et c'était le soir, les gens dormaient, et puis c'est ce qu'on peut craindre ici, quoi. Le soir, les gens dorment, et puis paf, le mur tombe, et puis s'écraser des gens qui sont dans leur sommeil. La crainte de Saïd Hachim, c'est qu'un jour le bilan humain soit terrible. Car ici, près de 80% des maisons sont construites sur de fortes pentes et sur un sol extrêmement friable.
avant, pourquoi on ne constatait pas ça? Parce qu'il y avait quand même une végétation qui était là et qui retenait ce sol-là. Cette végétation est en partie. On a urbanisé. Donc, il y a une infiltration aussi qui ne se fait pas. Hein. Donc, quand la pluie tombe, l'infiltration ne se fait pas. Donc, naturellement, les pluies deviennent de plus en plus torrentielles et accélèrent les mouvements géodynamiques. Et puis voilà, on arrive à cette situation-là. Le problème, c'est qu'avec l'explosion démographique de ces 20 dernières années, l'administration s'est laissée totalement déborder. Ici, l'urbanisation s'est faite sans règles et dans l'urgence. On est arrivé à cette situation-là parce que dès le départ, on est rentré dans une anarchie urbaine. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contrôle des constructions. Et puis les gens, tout de même, les gens veulent se loger. Ils ont les moyens de construire leur habitation, mais il n'y a aucune politique pour les accompagner. Donc, quand il n'y a pas de politique pour accompagner ces gens-là, ou il n'y a pas de solution alternative, les gens, tout naturellement, essayent de se faire une habitation. Et on est arrivé à là où on a atteint des sommets où c'est une anarchie totale et assez dangereuse. Une urbanisation désordonnée, des terres surexploitées. Pour contrer les phénomènes d'érosion et retenir les sols, l'urgence pour les spécialistes, c'est d'informer la population des risques qui menacent leur île. La question qu'on peut se poser ici, c'est que le paysage de Mayotte, c'est un patrimoine commun. Chaque Mahorais doit se sentir acteur responsable. La solution, on ne va pas mettre des polices pour dire aux gens oh, faites ça, arrange ça, ne laissez pas. Il faut que les gens aient eu un comportement citoyen. Parce que la solution, elle est durable si les gens se l'approprient. Informer pour mieux protéger, c'est l'idée qu'a eue Hélène David avec ses élèves. Professeure d'histoire-géographie au collège de Koungou, elle a créé le club des jeunes naturalistes. Il va essayer de vous expliquer ce que c'est que l'érosion. Vous n'hésitez pas à lui poser des questions si vous n'avez pas compris. L'érosion, c'est un phénomène naturel provoqué par la pluie et le vent, plus l'agriculture que nous pratiquons ici à Mayotte. Comme à Mayotte, nous vivons dans un climat tropical, il y a fortement de pluie. Cela ça fait que la pluie, l'eau et la terre aboutissent dans le lagon, ce qui provoque son envasement et le lagon perd sa couleur turquoise. Donc vous avez, ça c'est la maquette qui représente... Régulièrement, des mini-conférences sont organisées pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Depuis 1 an, elles se déroulent sur l'érosion. Et en bleu, c'est le lagon. Voilà, on imagine qu'il pleut. Alors, lorsque la pluie elle tombe, elle amène avec elle une grosse partie de la terre qui va directement se déposer dans le lagon. Avec une simple maquette, on comprend tout de suite le processus en cours. Disparition des terres fertiles, envasement du lagon. Plus les sols sont à nu, plus ils sont soumis à la puissance des pluies tropicales. Pour ralentir ce phénomène, à la fin des années 80, la première solution a consisté à reboiser les pazzas qui se multipliaient sur les hauteurs de l'île. Une opération qui est encore loin d'être finie. À la tête du service des affaires forestières du Conseil général de Mayotte, Daniel Le Sur vient régulièrement sur le terrain avec ses équipes pour vérifier l'avancée des travaux de reboisement. On voit une dégradation justement de ces crêtes-là. Là-bas, on a un couvert arboré et puis sur le dernier, on voit vraiment le phénomène d'érosion. En face, on a une parcelle de plantation qui est en cours. Ce sont des plantations qui sont faites en bande. Donc là, les plantations, c'est juste une première étape. Mais après, il y a tout le suivi derrière. Donc, entre autres, le dégagement des plantations pour qu'ils ne soient pas étouffés par la végétation concurrente. C'est une plantation de quelle année? De cette année. De cette année, bon, très bien. Pour reboiser ces sols stériles, Mayotte a choisi d'introduire il y a 20 ans une nouvelle plante, l'acacia mangium. Alors là, nous introduisons sur ce type d'horizon qui est très spectaculaire en matière d'érosion. Ce sont des horizons très minéraux, donc une seule essence peut s'affranchir de ce type de sol, c'est l'acacia, qui est une essence qui est à l'origine importée d'Australie et qui a été utilisée justement dans tous les programmes de réhabilitation de zones érodées. Disons, l'introduction de cette essence vise à assurer un couvert, à reconstituer un massif très rapidement sur ce type de sol pour bloquer le phénomène d'érosion. Je dirais qu'en parallèle, les racines vont aussi bloquer l'entraînement
de la terre vers les ravines. Donc c'est vraiment le but recherché, c'est d'arrêter l'entraînement de la terre vers les rivières. Cet acacia pousse très vite et surtout il permet de réalimenter le sol en azote, une molécule qu'il fixe dans ses racines et qui permettra à d'autres plantes de venir coloniser le milieu. Mais si cet arbre a des avantages, il a un inconvénient majeur. Au niveau international, il est classé parmi les espèces les plus envahissantes. Le statut d'envahissante, ça peut être une évolution qui s'effectue sur plusieurs décennies. Donc actuellement, on ne peut pas dire que ce soit une essence envahissante. Par contre, le fait que cette essence dissémine un petit peu dans les peuplements naturels et même peuplements secondaires, ça peut présenter un risque. On avance sur le prochain titre qui est un reboisement. Pour faire face à ce danger, le service forestier a décidé de remplacer peu à peu les plantations d'acacias adultes par des plantes locales. Dans la pépinière où sont préparés chaque année près de 100 000 plants, Swadri Chanrani surveille ces essences qui doivent prendre le relais. Marudi Felicium decipiens, donc essence qu'on trouve plutôt en sous-abri, sur des forêts, disons, primaires, qu'on essaie de reproduire encore plus pour qu'on puisse un petit peu les amener à des endroits où ils seraient capables de bien conquérir aussi. C'est une essence locale, on va dire, qui s'est bien ancrée dans la forêt mahoraise et qui reste quand même très très productif en matière de bois, d'œuvre ou de charpente ou autre chose. Voilà. Ce que l'on recherche ici, ce sont des plantes qui pourront produire des bois de qualité. L'objectif à terme, réussir à créer des forêts que l'on pourra exploiter. Sur le terrain, les techniciens relèvent également les essences qui ont naturellement poussé autour des plantations d'acacias. C'est parfois en observant la manière dont certaines plantes recolonisent les sols qu'ils décident ou non de les développer en pépinière. Donc c'est pour cela qu'on l'observe et puis on va essayer de le tester parce qu'on mène aussi des opérations de test de certaines essences locales et même exotiques qui pourraient effectivement, pourquoi pas plus tard, remplacer l'acacia. Parce qu'on va rendre un paysage monotone et si on pourrait diversifier tout ça, ça serait très bien. Ouais, c'est parfait. Bon, je pense que c'est suffisant pour la reconnaissance. Peu à peu, sur les zones en cours de reboisement, le sol stérile des pazzas laisse la place à une végétation plus ou moins dense. Et dans les zones où les acacias ont été plantés il y a 10 ans à peine, le résultat est spectaculaire. On est vraiment dans le stade, je dirais, de la réussite de réhabilitation du pazza, puisqu'on a une plantation adulte d'acacia qui présente un couvert fermé, donc une protection totale du sol. Et on constate qu'au niveau du sol, on a une litière très épaisse. Et quand on voit ça, on voit très bien aussi toute une petite partie de végétation accessoire qui recolonise. Donc on peut espérer qu'on a reconstitué un humus suffisant pour justement permettre à une flore d'accompagnement de s'installer. Le résultat est vraiment très probant. D'autant plus qu'on a une régénération des essences qui sont purement forestières. Parce que l'acacia a joué son rôle. Sur les hauteurs de Mayotte, les projets de reboisement pensés il y a 20 ans commencent à remplir leur rôle anti-érosif. Désormais, on sait grâce à ce programme qu'il est possible de reverdir un pazza. Mais en parallèle, il faut à tout prix éviter la formation de nouvelles zones stériles dans les secteurs agricoles qui ceinturent l'île. Et pour cela, les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut éviter certaines pratiques. Il y a un développement de la monoculture et la monoculture, comme le système bananier qui a un système racinaire superficiel, elle ne favorise pas, surtout pas l'infiltration de sol, encore moins ne retient pas la surface face à la pression de l'écoulement des eaux liée justement à l'érosion. Cette monoculture de bananier ou de manioc est le système le plus répandu. Sur cette parcelle, il y a 2 ans, il y avait de la forêt. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun arbre et le sol est complètement à nu. Mansour Demou fait de la sensibilisation auprès des agriculteurs pour éviter de telles pratiques, car en quelques années, il a vu son île changer. Moi, quand j'étais petit, et franchement, il y avait beaucoup de forêts à Mayotte. On a déboisé, et au final, on a vu le résultat. Il faut maintenant réfléchir à autre chose. Les gens, forcément, ils veulent produire plus, or la terre n'est plus productive, si je peux le dire comme ça.
Par définition, on n'a pas réfléchi il y a quelques années, ce phénomène d'érosion-là, on ne l'a pas réfléchi. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'éviter que les sols qui sont désormais cultivés chaque année ne deviennent stériles. Car sur ces terrains surexploités, les rendements baissent à vue d'œil et du coup, les agriculteurs ont tendance à défricher toujours davantage. Pour mettre un terme à ce cercle vicieux, en 2006, le service d'économie agricole de la préfecture a lancé une expérience. Le rôle de Mansour Demou est de contrôler et accompagner les agriculteurs qui ont adhéré à ce projet. Ça va bien? Anne Lesbourdes et Pauline Bauduin pilotent à la préfecture de Mayotte ce nouveau programme. Son but, verser des subventions aux agriculteurs afin de les aider à mettre en place un nouveau système de culture. La limite de la canne, c'est plutôt ici. Ici, il y a son petit champ de manioc. Là, on a un paysage typique de culture associée, où on a les cocotiers, les bananiers, en dessous on a le songe, voilà. De l'ambrevade. Mais en bas, il y a beaucoup. C'est intéressant de voir que vous avez des pratiques quand même respectueuses de l'environnement. On monte un peu et puis on descend. Sur son terrain de 2 hectares, Ali Alidi mélange plusieurs cultures sur une même parcelle. Canne fourragère pour le bétail, manioc, papaye, banane. Il pratique l'agroforesterie. Vous faites tout à la main. Vous faites tout à la main. Ah bah oui, il faut arrêter. L'objectif est de maintenir une couverture végétale pour protéger le sol en saison des pluies. Et l'autre avantage, c'est que pour sa propre consommation, il a une grande variété de fruits ou de légumes disponibles. Sur votre parcelle, là, fruits à pain, il y a beaucoup de fruits à pain, même en bas, c'est beaucoup. Il fut un temps, les grands-parents, dès qu'ils avaient un petit parcelle, automatiquement, pour montrer que là, c'est chez moi, on fait pousser les cocotiers. On plante les cocotiers, quoi. Sur sa parcelle, en plus de conserver certains arbres, Ali Alidi en a même planté d'autres. Voyez-vous la pente? La pente directe, elle prend du canne ou du cocotier. Il y a beaucoup de racines de cocotier. Ça va couvrir la terre. Vous êtes très solide. Très solide, oui. Tiens très bien. Voilà, c'est ça que je peux planter beaucoup de Et il ne faut pas mettre du manioc, des choses comme ça? Quand je prends du manioc ou quand j'ai enlevé le manioc, la terre, ça va partir. Mais les cocotiers, les avocats marauds, les manguiers, les feuilles à paix, ça reste et puis il y a beaucoup de feuilles, ça couvre la terre. On va voir les églises. Ce système de culture associée, Ali Alidi l'a mis en place bien avant les programmes d'aide. Il y a 10 ans, ces sols devenaient stériles et il n'avait plus d'autres terres disponibles. Alors, pour enrayer le processus, il a appliqué des règles simples. Mais maintenant, moi, j'ai refusé catégorie. Il n'y a pas de droit de couper un grand arbre dans mon terrain. Il n'y a pas de droit de mettre du feu ici. Non. Pourquoi? J'ai déjà vu les conséquences. Mais moi, j'ai envie de la terre fort, mais je n'ai pas envie de la terre pas non. Aujourd'hui, grâce aux subventions, il a pu résoudre un autre problème, celui de l'alimentation de son bétail. Autrefois, ces vaches étaient en divagation un peu partout sur l'île, un système de pâturage qui accentue l'érosion des sols mahorais. Avec la canne fourragère, même en saison sèche, il peut désormais nourrir ses animaux à domicile. Comme lui, ils sont près de 250 agriculteurs à bénéficier de ce programme d'aide. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux surfaces cultivées sur l'île, car ici tout le monde a un petit bout de terrain. La solution, pour Oulam Shamsidine, c'est donc de sensibiliser encore davantage la population à ces problèmes d'érosion. L'administration peut faire une seule chose, réexpliquer. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire à Mayotte. Et on regarde très souvent toutes les campagnes de publicité qu'on mène à la télé, notamment tout ce qui est déboisement des forêts. On se rend compte que la période où ils font cette publicité-là, les gens font l'effort. 6 mois après, ils arrêtent. 6 mois après, personne ne suit personne. Donc, ça doit être la compréhension de la population est au cœur de la solution. Donc, l'explication doit être en permanence. Dans le sud de l'île, Ali Ourfane n'a pas attendu une campagne de sensibilisation pour prendre les devants. Ici, il y a 25 ans, lors d'une pluie violente, un padza s'est effondré et a failli rayer une partie de son village de la carte. En 1984, il y a eu un éboulement suite à un cyclone camissique Felixa, plutôt.
Il y a un éboulement qui a été descendu jusqu'à côté des maisons qui se trouvaient vraiment dans tous ces côtés-là. Il menaçait en permanence. Donc ça n'a jamais produit quelque chose d'une telle ampleur. Et donc personne ne s'attendait. Donc c'est un choc. Aujourd'hui, il est impossible de se rendre compte du paysage qui existait ici autrefois. Et pour cause, sous la direction d'Ali Ourfan, tous les villageois se sont mobilisés pour mettre un terme à cette érosion qui les menaçait directement. Ça, c'est avant. Il n'y avait aucune opération qui était menée. On peut le sentir par rapport à la route. Il y avait le caniveau, il est là. Et là, il n'y avait rien. Vous voyez, juste là. Le caniveau, il est là. Enfin, presque, hein, si on se rapproche, on le verrait. Mais en haut, il n'y avait rien. C'était chauve. Pour freiner l'écoulement de la terre, les villageois ont d'abord disposé des petits barrages dans les ravines qui se formaient sur le Padza. Puis, petit à petit, ils ont planté. C'était il y a 10 ans à peine. Donc, c'était des gabions, enfin des sachets plastiques qui ont été mis juste pour freiner à prendre plus de terre. C'était un gabion de 1 mètre. Et donc, vous voyez, par rapport au niveau de la terre qui a été emprisonnée jusqu'à là-haut, ça veut dire qu'ils ont fait leur boulot. La terre a été bien emprisonnée. Dans cette forêt d'acacias, les villageois ont très rapidement planté d'autres espèces. L'objectif pour eux, c'est l'alimentation. Alors, comme le faisaient avant eux leurs parents, ils ont mis en terre des arbres fruitiers. Donc on a commencé à planter, et puis une fois la maturité de l'arbre, il pousse des graines aussi. Et donc ces grains sont propices, ils sont appréciés par les oiseaux arrivent. Il y a les maquis. Les maquis, normalement, ils sont soit sur les rivières, là où c'est un peu frais, là où il y a aussi les fruits. Maintenant, ils sont ici. Il y a un manguier. Il y a le goyavier qui est là. Il y a une bonne cerise, là, le tongoma. Je ne sais pas comment on l'appelle. En tout cas, c'est une bonne cerise, là. C'est délicieux. Grâce à cette action, les villageois de Mouenatrandri ont réussi à protéger leurs habitations des menaces de l'érosion. Régulièrement, ils sont appelés par d'autres villages qui sont eux aussi menacés par les Padzas. Leur expérience est reconnue par tous, mais elle reste un cas isolé. À Mayotte, l'érosion reste au second plan des préoccupations. Le vrai défi ici, c'est de gérer au mieux l'augmentation fulgurante de la population. Pour conserver son appellation d'île au lagon, l'île n'aura pas le choix. Tôt ou tard, elle devra se doter d'un plan de développement durable pour maîtriser au mieux son développement économique et préserver la beauté de son patrimoine naturel. Oh ma planète, le débat, ça se passe toujours aux Angobars. Nous discutons ensemble aujourd'hui de l'érosion des sols à Mayotte. Pour faire le point sur cette question, Christian Valentin. Christian Valentin est un chercheur, membre de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et c'est un spécialiste de l'érosion des sols. Lutter contre les Padzas, ce n'est pas le titre d'un nouvel épisode du Parrain, le Parrain 4. Non, lutter contre les Padzas, c'est parler de l'érosion des sols à Mayotte. Pour en débattre, c'est le débat de ma planète. Pour en débattre avec nous, Yves Lers, qui est journaliste, spécialiste du développement durable. Yves Lers, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent une fois encore. Et puis également à mes côtés, Christian Valentin. Christian Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Et je crois que vous êtes, j'espère, en tout cas, que vous êtes un spécialiste de l'érosion des sols. Je l'admets volontiers, oui. Bon, si vous le confessez, tout va très bien. Une première question, ou peut-être, allez, une première remarque, Yves Lers. Une première remarque, on se retrouve souvent dans ces cas-là sur un territoire qui est assez petit, avec des problèmes d'érosion des sols, donc des problèmes de culture, donc des problèmes d'alimentation, etc. Je pense que ce n'est pas seul le cas, mais dans le cas de Mayotte, un territoire qui est petit, beaucoup de monde. Une population qui a augmenté, qui a explosé. Oui, 3 fois plus en une vingtaine d'années. On frôle les 200 000 habitants maintenant. Et donc, du coup, des terres qui sont de plus en plus fatiguées. Le PASDA, c'est la terre à nu. Qu'est-ce que
Qu'est-ce qu'on peut faire? On croise les bras, on se croise les bras ou... On a bien fait de poser le problème comme ça. Oui, comme oui, tout à fait. C'est très bien de poser la question sur les solutions que l'on peut envisager lorsqu'il y a un problème particulièrement aigu comme celui qui apparaît à Mayotte. Mais avant de résoudre des problèmes, il faut certainement bien poser le diagnostic et connaître quels sont les processus, les causes. Alors le diagnostic, justement, pour vous, les causes. Les causes sont multiples. Il y a d'abord le problème que les sols sont fragiles à Mayotte. Ce sont des sols qui sont à la fois fertiles, mais qui sont fragiles. Qu'est-ce qui explique le Ce sont des sols d'origine volcanique. Ils sont connus pour être plus fragiles que la plupart des sols tropicaux. Oui. L'autre raison, c'est que c'est sous un climat tropical humide et donc il y a des pluies violentes. On n'est pas sous un crachat breton. Donc ça, c'est la deuxième. Ça travaille beaucoup plus le sol. Ça bat le sol beaucoup plus. Ça arrive avec une énergie très forte au niveau du sol, quand le sol est nu. L'autre raison, et vous venez de l'évoquer, c'est qu'il y a une densité de population qui est très importante. C'est une région où était pratiquée, comme est pratiquée encore en Afrique tropicale humide et aussi dans de larges régions d'Asie, de la culture itinérante sur brûlis. Or là, elle n'est absolument plus possible puisqu'on a des densités trop fortes. Autrefois, on était sur de la culture itinérante sur brûlis. On a abandonné ça parce que la densité de la population ne le permettait plus. Est trop forte. Disons qu'on ne peut pas... Il n'y a plus de jachère. Exactement. C'est un système qui est le plus productif au monde, celui qui demande le moins de travail, qui est pratiqué d'ailleurs depuis le néolithique. Mais il n'est plus possible dans ces conditions-là, puisqu'on considère qu'il faut entre 10 et 30 ans pour un sol et puis pour la biodiversité. Donc on ne peut plus laisser les sols se reposer. Exactement. Et ça aggrave leur érosion. Ou alors il n'y a même pas la place. Il n'y a même plus d'espace disponible. C'est un problème, effectivement, c'est un problème de saturation de l'espace, puisque l'on a affaire à une compétition extrêmement vive entre, d'une part, l'agriculture vivrière que vous mentionnez, également la nécessité de garder de la biodiversité à travers des aires protégées, mais aussi une compétition qui est très vive à Mayotte d'urbanisation. Du point de vue vraiment environnemental, on appelle, ces problèmes-là ont donné naissance au mot le PADZA. J'ironisais sur le terme au début de cette émission. Comment le terme de PADZA passe dans la bouche des géomorphologues? Il y a un certain nombre de termes locaux, donc c'est PADZA chez les Mahorais, ça peut être d'autres termes en Afrique qui désignent des zones qui deviennent complètement stériles, où il n'y a plus de production de biomasse végétale du fait d'une érosion très intense. Alors, à l'heure actuelle, ça représente jusqu'à 5% du territoire de Mayotte, ce qui est énorme. Parce que 5% des terres cultivables? Oui, non, de l'ensemble de Mayotte. Donc, s'il y a 5% de terres qui sont devenues complètement stériles, ça veut dire qu'il y a des surfaces beaucoup plus importantes où la fertilité est déjà bien attaquée par l'érosion. Et on sait si ce phénomène, il est croissant, s'il est... Oui, d'après ce que j'ai pu voir, c'est un processus qui s'accélère. Il faut savoir que... Qui s'accélère dans des proportions importantes? Oui, qui s'accélère de manière très importante sous l'effet de la culture, notamment du cerclage sur des fortes pentes. Il faut savoir que lorsqu'on cultive sur forte pente, on accélère l'érosion du fait de plusieurs processus. D'une part, il y a un ruissellement qui se concentre plus facilement, et donc il y a formation de ravines, et on en parle assez souvent à Mayotte. Mais il y a également ce qu'on appelle l'érosion aratoire, qui, elle, se produit indépendamment de la pluie. Ça fonctionne comment, l'érosion aratoire? Qui est due uniquement au travail du sol. Quand on travaille le sol sur une forte pente, que ce soit manuel ou mécanique, exactement, il y a les agrégats, les mottes dévalent la pente. C'est aussi bête que ça. Oui, et on a affaire à des pertes en terre à l'hectare qui peuvent être supérieures même à celles que l'on observe en érosion hydrique. Il faudra des cultures en terrasse? C'est ce que... On aborde déjà la question des alternatives et des solutions. Alors, comment on régule tout ça, justement? Culture en terrasse? Il n'y a pas une solution unique à un problème qui est complexe. Il y a de multiples approches qui sont d'ailleurs mises en œuvre déjà à Mayotte. Il y a d'abord, au niveau de la parcelle, il y a un certain nombre de pratiques qu'il faut mieux décourager ou encourager. Alors, ce qu'il faut décourager, c'est le travail du sol sur forte pente. Ça, c'est sûr. Il faut éviter également que le sol soit nu pendant la saison des pluies. Parce que le sol
Les pluies tombent sur un sol qui est nu, ça arrache les particules de sol. Et donc ça mais aggrave en même temps, ça tasse le sol, ça forme ce qu'on appelle une croûte en surface, qui provoque, qui imperméabilise le sol, qui provoque du ruissellement. Ça aggrave tout, quoi. Et ça aggrave tout. Donc ça, c'est la règle absolue. Ça, c'est l'impératif à respecter. Ça, on décourage, on évite. Absolument. Il ne faut pas que le sol soit nu en saison des pluies. Ça, c'est la première règle. Donc ça implique déjà des voies alternatives, comme vous dites, qui font en sorte que le sol reste couvert. Alors ça peut être un couvert forestier. Il y a des tentatives de ce type à Mayotte. Mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien lorsque l'on essaie de s'assurer qu'il y a un couvert qu'il y a un sous-bois sous les couverts forestiers. Il faut avoir suffisamment d'espèces différentes généralement. C'est pas simple, quoi. Non, ce n'est pas simple. C'est pas si facile à mettre en place, concrètement. C'est pas simple, mais c'est quand même vers quoi tendent beaucoup de forestiers à l'heure actuelle dans les pays du Sud. Y compris à Mayotte? Oui, y compris à Mayotte. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a également des tentatives, dans la mesure où on cherche à remplacer l'acacia mangium qui a été implanté il y a une vingtaine d'années par des peuplements qui soient multispécifiques, donc où il y ait plusieurs espèces, si possible des espèces originaires de la région. Christian Valentin, est-ce que ce qu'on appelle l'agroforesterie, est-ce que ça pourrait constituer une bonne alternative? Est-ce que ça va dans le bon sens? Ça va en tout cas dans le sens de ce que vous racontez. Oui, c'est tout à fait une alternative intéressante et on peut tirer des leçons des pays qui sont très denses et qui ont également des sols en pente. Vous pensez à quel pays? C'est le cas de l'Indonésie, par exemple. À Java, l'agroforesterie est pratiquée depuis très longtemps. Vous pouvez nous faire une petite définition de ce que c'est exactement que l'agroforesterie? L'agroforesterie, c'est le mélange sur un champ à la fois de cultures qui sont généralement des cultures vivrières, mais également d'arbres. On mélange différentes espèces. Qui peuvent être des arbres fruitiers, qui peuvent être du bois d'œuvre. Ça, c'est pratiqué avec succès en Indonésie. Vous avez d'autres exemples? C'est pratiqué dans d'autres régions du monde, en Amérique centrale notamment, depuis très longtemps, et avec un succès incontestable pour ce qui est du revenu des gens, même pour des densités très élevées, et pour ce qui concerne la conservation des sols et de la biodiversité. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'agroforesterie, ça fonctionne bien du point de vue social, parce que ça permet quand même de générer des revenus conséquents, et c'est également bon pour... Alors, il faut du monde. Oui, ce que je dois préciser, c'est que ça fonctionne bien d'une manière traditionnelle dans les pays que je viens d'évoquer. Ça se heurte à de nombreuses difficultés lorsqu'on essaie de l'implanter ailleurs où il n'y a pas cette tradition. Il y a eu de nombreux travaux. Un des problèmes, c'est que ce que l'on a essayé d'introduire le plus souvent dans les pays du Sud, c'est ce que l'on appelle des cultures en couloir, où on fait des sortes de haies, d'arbustes, disons, qui généralement améliorent le sol, apportent... et puis apportent de l'azote aussi. C'est un problème de transmission de la technique, ou c'est parce que c'est des résistances d'ordre culturel? Il y a aussi des résistances d'ordre, je dirais, économique. Ça demande plus de temps. Ça demande déjà du travail pour l'implantation. Et puis, dans les pays qui sont très denses, ça réduit la surface cultivée. Et puis, il y a des problèmes de compétition également avec les cultures vivrières. Donc, généralement... Ça supporte mal la compétition avec les cultures vivrières? Tout dépend du système qui est utilisé. Encore une fois, les systèmes d'association, j'allais dire de jardinage carrément, qui sont pratiqués en Indonésie, sont tout à fait intéressants et sont difficilement transposables tels quels à travers des programmes de développement qui généralement simplifient trop les choses. Ça veut dire que dans le cas de Mayotte, la question s'adresse à vous deux, on pourrait s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais il y a de toute manière une voie 100% mahoraise à inventer. Il faut toujours adapter les solutions, il faut adapter au territoire. Absolument. Il y a d'autres voies qui sont manifestement explorées également à Mayotte, c'est l'utilisation de cultures fourragères. Ce qui est très intéressant, parce que là, il y a une très bonne couverture du sol, et puis ça permet d'alimenter le bétail, qui est une source de revenus importante, généralement, pour les exploitants. Et d'alimentation. Évidemment. L'IRD, votre institut, je veux dire, parle souvent de culture de rente pour l'exportation. Est-ce que dans le cas de Mayotte,
c'est quelque chose qu'il faut éliminer ou... Je ne suis pas sûr que notre institut parle beaucoup de culture de rente d'exportation, mais c'était une des choses c'est un terrain sur lequel je ne m'aventurerai pas trop. Ce que je peux dire d'une manière générale, c'est qu'on assiste à l'heure actuelle à une remise en cause un petit peu du modèle de développement dans beaucoup de pays du Sud. Vous savez comme moi que dans beaucoup de pays, on a encouragé ces dernières années les cultures d'exportation. Oui, c'est ce qui se passerait pour Madagascar dont on parlait tout à l'heure. Oui, oui. Mais on trouvait aussi sur le marché parisien des haricots verts, frais, exactement. C'est un modèle qui risque, qui est déjà fortement remis en cause pour des raisons économiques, du fait de l'enchérissement du coût des transports. Votre point de vue sur ce modèle? À titre personnel, je ne le trouve pas écologique au sens large du terme, dans la mesure où on doit consommer du carbone. Dans une économie du carbone, c'est un coût carbone qui est non négligeable. Il y a des histoires de réfrigération, de transport, sans parler du fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu choquant de produire uniquement pour l'exportation des cultures qui sont des cultures vivrières. Il y a un côté accaparement des terres aussi qui est choquant aussi. Moi, incontestablement. Donc, dans le cas de Mayotte, mettons ça de côté et on fait autre chose. Alors, il y a d'autres voies qui sont abordées, qui sont explorées à Mayotte et qui me paraissent tout à fait intéressantes. C'est d'essayer de lutter contre les ravines également. Puisque un des problèmes de Mayotte, c'est l'envasement du lagon. C'est un des plus beaux lagons du monde. Qui a d'ailleurs changé de couleur. Oui, du fait des sédiments, avec des problèmes concernant les coraux, et puis concernant évidemment l'attrait pour le tourisme. Donc une des voies d'urgence, je dirais, qui a été mise en œuvre, c'est de faire des petits barrages dans les ravines, ces ravines qui apportent les sédiments dans les cours d'eau et dans le lagon, et progressivement essayer de réhabiliter les sols en faisant des petits barrages dans les ravines. Ça, c'est une voie tout à fait intéressante. Ma question s'adresse à tous les deux. Est-ce que finalement, vu la complexité des enjeux, pas simplement sur l'érosion, mais globalement la situation économique, le mal développement de Mayotte, parce que c'est quand même ça la réalité, est-ce que cette question d'érosion des sols, est-ce qu'elle ne va pas continuer à passer à l'as derrière l'ensemble des autres questions de développement économique, de progrès social, est-ce que justement c'est pas tout lié? Est-ce que ça va pas aller ça va pas tout ensemble, et que l'érosion, c'est ce symbole d'un déséquilibre. Effectivement, c'est un symptôme, incontestablement. C'est un symbole, mais un symptôme. C'est un symptôme de déséquilibre, et c'est pour ça que l'érosion est quelque chose d'intéressant, parce que ça permet de débobiner un petit peu tous les problèmes, de voir les causes et d'essayer d'amorcer les solutions. Qui lie le sol, lie l'ensemble du système social. D'une certaine manière, vous savez, du système socio-économique en tout cas. Il y a un point qui est extrêmement important lorsque l'on parle des sols et de l'érosion et de la conservation des sols, c'est le régime foncier des sols. Aucun exploitant n'investira vraiment à long terme s'il n'est pas sûr de pouvoir transmettre son patrimoine foncier à ses enfants. Or, d'après ce que j'ai compris, à Mayotte, le régime foncier n'est pas très clair. Il y a des droits coutumiers, des droits d'origine française. Ce n'est pas simple du tout. Et tant que le droit foncier ne sera pas stabilisé, il y aura très probablement des problèmes liés à l'érosion. Les agriculteurs ont tendance à pratiquer une culture minière, c'est-à-dire d'exploiter jusqu'à épuisement du sol, sans forcément veiller aux générations futures s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir transmettre. Épuisement des sols, générations futures, Yves Lers. Donc il n'y a pas que des causes techniques. Il n'y a pas que des solutions techniques pour arriver à régler le problème, mais s'attaquer aussi à tous ces questions socio-économiques dont vous parlez. Bien sûr, il y a des questions aussi de réglementation, incontestablement, et on le voit bien au niveau également de Mayotte, où les pouvoirs publics s'emploient à favoriser la reforestation, mais également veillent à encourager des techniques, des pratiques, disons, qui sont un peu plus conservatrices, comme justement des cultures associées ou des cultures peut-être sous couvert. Vous avez le sentiment que les pouvoirs publics vont assez loin? Je ne connais pas suffisamment la solution pour vous répondre d'une manière précise. Le sentiment que j'ai, c'est que les pouvoirs publics sont sensibilisés au problème et essaient de faire quelque chose. Vous pensez qu'ils ont pris la mesure des problèmes? C'est un peu comme partout, hein. Prendre la mesure des problèmes, on attend, on fait des études et puis on se décide à faire quelque chose. Non, je ne veux pas dire, mais c'est...
Là, je crois qu'il y a vraiment une urgence. Hein. On est souvent dans les urgences dans cette émission, mais là... Ce que l'on... Un dernier mot, d'une manière générale, on n'ira jamais très loin en conservation des sols si on ne considère pas que c'est un coût. Voilà. Et ce coût, alors peut-être... disons que les pouvoirs publics peuvent intervenir par des incitations fiscales, j'en parlais, aussi par des subventions, et c'est le cas, d'après ce que j'ai compris, à Mayotte. Il faut d'une certaine manière... Par des conseils, de la pédagogie. Bien sûr, par la fourniture peut-être de plants, d'engrais, etc. Donc il faut d'une certaine manière récompenser les exploitants qui font l'effort de ne pas éroder les sols. Pour accélérer la prise de conscience. Exactement. Un plan global, et peut-être. Il est très, très important que cette réglementation, s'il y a des réglementations qui doivent être mises en place, par exemple pour limiter l'érosion sur forte pente, il faut par exemple peut-être interdire les cultures annuelles et sarclées sur forte plante. Il faut que ces règlements soient acceptés par la population. Donc ça passe nécessairement par une sensibilisation. C'est évident. Du débat, de la... C'est évident. Il faut une sensibilisation très forte, et je suis sensible au fait qu'à Mayotte, il y a des enseignants qui font travailler leurs élèves sur les questions d'érosion. C'est comme ça que ça commence. L'érosion des sols à Mayotte, une question écologique, une question sociale également. Parler des questions de sensibilisation des populations auxquelles Yves Lers est particulièrement attaché. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Christian Valentin, merci. Revenez ici quand vous voulez, vous serez toujours le bienvenu. Yves Lers, merci également de nous avoir accompagnés comme chaque semaine dans ce débat. Tout de suite, nous continuons à traiter la même question, la suite en images. Oh ma planète, le blog des gardiens de la planète, et aussi le blog de Grace. Grace, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien? Super. Moi aussi, ça va bien. D'autant plus qu'on aborde des nouveaux sujets dans votre blog à partir de cette semaine. En alternance, on fera la réduction des déchets et les économies d'énergie à partir de petits gestes simples. Justement, les économies d'énergie, c'est le thème de cette semaine. Oui, on va essayer de faire réduire vos factures jour après jour. Donc les chiffres ne sont pas très bons. Selon la RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, la consommation a augmenté de 1,2% en 2008 par rapport à l'année précédente. Ça a atteint 486 TWh, qui est l'unité qui mesure la consommation par appareil. Et pour 2009, c'est bien parti ? Pas terrible, vu que on a eu une grande période de froid en métropole. Dites-nous quels sont les gestes pour réduire notre consommation d'énergie. Déjà, quand vous sortez d'une pièce, il faut penser à éteindre les lumières. Vous pouvez aussi équiper vos radiateurs de modulateurs pour pouvoir baisser la température dans les pièces qui sont peu occupées. Vous pouvez utiliser vos appareils électroménagers après 20 heures, si vous avez la possibilité, si vous avez des voisins tout pas ça, trop embêtants. Tout ça, c'est des petits gestes qu'on a tendance à oublier. Mais d'ailleurs, vous-même, Grace, vous pensez régulièrement à éteindre la lumière quand vous sortez de chez vous? Oui, je le fais. Bon, ça arrive qu'on oublie, comme tout le monde, et puis on s'en veut après. Donc autant de petits gestes qu'on a tendance à oublier. Mais alors cette semaine, c'est quoi le geste écolo de la semaine, le geste pour réduire notre consommation d'énergie? Je vous propose de remplacer vos ampoules par des ampoules à basse consommation. Des ampoules à basse consommation, c'est quoi les avantages? Les avantages, c'est que pour la plupart, elles éclairent plus. Elles ont une durée de vie qui est 6 à 8 fois supérieure aux ampoules classiques. Et puis également, elles dégagent moins de chaleur, donc il y a moins de risques pour les jeunes enfants. Plus de lumière, plus longtemps, de manière moins dangereuse. Tout à fait. On va regarder ça tout de suite en images. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit le dicton. Si 32% des Français sont prêts à passer aux ampoules basse consommation pour économiser l'énergie, pourquoi pas vous? Mais attention, il y a quelques règles à respecter. Donc toutes ces lampes qui sont recyclables, elles comportent en fait une petite poubelle barrée sur le clou en plastique qui permet de savoir que justement il ne faut pas les jeter à la poubelle. Pour se débarrasser de ces lampes à économie d'énergie dans des conditions respectueuses de l'environnement, il suffit de les rapporter chez son distributeur, donc à l'occasion de l'achat d'une lampe neuve. On rapporte la lampe usagée chez le distributeur qui a l'obligation légale de la reprendre. Un autre endroit où on peut rapporter ces lampes usagées, c'est la déchetterie.
Donc ce n'est pas une obligation légale pour les collectivités locales de mettre en place la collecte des lampes dans les déchetteries, mais c'est une possibilité pour elles. Et aujourd'hui, quasiment la moitié de la population française est desservie. Donc pour être sûr que notre déchetterie est bien un point de collecte, il suffit d'aller sur notre site www.malampe.org qui recense tous les points de collecte. On rentre son code postal et on a le point de collecte le plus proche de chez soi. La filière de recyclage vient d'être mise en place. Elle collecte aujourd'hui 36% et espère 44% fin 2008. La majorité des lampes passent encore à la poubelle, car personne ne sait qu'il y a obligation de recyclage. La filière a été lancée en métropole le 15 novembre 2006 et elle a été lancée dans les DOM le 15 novembre 2007. Donc c'est quelque chose de très récent. C'est en cours de déploiement, donc on est en train d'installer des conteneurs de collecte dans différents points de collecte, les distributeurs, les déchetteries, pareil qu'en métropole. Mais ça démarre, donc c'est pas au même stade d'avancement. Les ampoules à basse consommation, donc c'est votre conseil de la semaine? Oui, c'est mon conseil de la semaine. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. On passe à la réduction des déchets. D'accord, mais merci encore pour votre blog, Grâce, et à très bientôt. À bientôt. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour Oh ma planète, le magazine du développement durable, le magazine de la planète dans tous ses états.